bonsoir. À moi, un comble partie de parler un petit peu de l'évolution des premiers secours ces dernières années, mais surtout par l'exemple d'exemples pratiques, comment on enseignait avant, puis comment on enseigne maintenant. Et puis on a bien vu, Monsieur Maudet en a parlé, Dr Laribon en a parlé, c'est quoi qui marche? C'est pas tellement des grosses ambulances, c'est pas tellement du matériel, c'est la rapidité d'action. Et je vais vous montrer de différentes manières d'aborder les premiers secours. Donc on va parler un petit peu de quelques généralités, l'évolution des premiers secours, aussi qu'est-ce que c'est un ambulancier, quel est son cursus de formation. Dr Laribon disait qu'il a fallu attendre 1988 pour avoir les premières centrales 144. Le nouveau cursus d'ambulancier, c'est 1999 à Genève. Donc ça fait pas très longtemps que ça existe les ambulanciers, et l'imaginaire populaire, s'il faut parler comme ça, on ne sait pas ce que c'est un ambulancier. Et puis, deux petites slides tout à la fin pour parler de l'assistance aux ambulanciers. Quand une ambulance intervient, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Alors, on va commencer par une citation qui paraît assez logique, mais dans les premiers secours, c'est exactement ça. Le mieux est le mortel ennemi du bien. Pourquoi les premiers secours, ça évolue? Il y a aussi un changement de mentalité, de manière de faire. Et contrairement à ce que la majorité des gens croient, la médecine, ce n'est pas une science si exacte que ça. D'accord? Le docteur Laribon peut-être dirait le contraire, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On sait tous que les cellules ont besoin d'oxygène, d'accord, pour ne pas mourir. C'est juste, ça c'est vrai, ça c'est prouvé. Donc, faire une réanimation, c'est masser, remplacer le cœur. Donc on se dit qu'il faut aussi ventiler pour qu'il y ait de l'oxygène qui aille dans le sang, parce que sinon ça ne sert à rien de masser. Arrêter une hémorragie, c'est bien, mais mettre un garrot, on sait tous que si je me serre le bras pendant trop longtemps, le bras va mourir. Il va libérer du potassium, il va libérer de la myoglobine, les gens vont mourir d'un trouble cardiaque, ou bien ils vont mourir d'une insuffisance rénale. C'est juste, le raisonnement n'est pas faux. Dans les faits, si on raisonne comme ça, si on se pose trop de questions, et c'est un petit peu l'objectif de la présentation, on est complètement délétère. Ça, c'est pas prouvé. On l'a dit avant. L'arrêt respiratoire, l'arrêt cardiaque, la réanimation, qu'elle soit couplée ou non à la compression couplée ou non à la ventilation, en termes de survie chez l'adulte, ça ne change rien. Donc, arrêtons de se prendre la tête avec des concepts qui sont difficiles à acquérir, le bouche à bouche. Ça, c'est le pire truc que vous puissiez enseigner à quelqu'un, bouche à bouche, bouche à nez. Vous perdez des heures et des heures à enseigner ça, alors que fondamentalement, ça ne change rien. Donc l'enseignement des premiers secours, c'est vraiment maintenant rester sur l'essentiel. Alors on voit le référentiel, il a changé. C'est aussi des choses qui sont prouvées, pas seulement des choses qu'on pense bien, mais qu'est-ce qui est prouvé qui marche? Et la réanimation, c'est le bon exemple parce qu'il y a passablement d'études qui sont produites de manière régulière. On sait ce qui marche de ce qui ne marche pas. Puis après, il y a aussi une autre manière, il faut changer de paradigme dans l'enseignement des premiers secours. Et je peux en parler en connaissance de cause, j'ai enseigné pendant longtemps au niveau non professionnel. Il y a une manière de faire et c'est la seule. Tout ce que vous faites différemment, c'est faux. Et bien, c'est pas comme ça que ça marche. Et les Samaritains, vous savez exactement ce que c'était. Je peux en parler, j'y étais, j'ai fait partie de ces gens-là. Et puis, avant de prendre une quelconque décision, il faut vraiment penser à tous les détails. Si vous n'avez pas pensé à tous les détails, il ne faut surtout rien faire. Ben, c'est fini. Ça ne marche pas. Et c'est pas comme ça qu'on améliorera le taux de survie. Donc, il y a une manière, il faut changer de paradigme. Et puis, il faut aussi changer la manière dont on aborde les premiers secours en s'ouvrant un petit peu l'esprit. Et puis en n'enseignant pas, en disant si vous faites faux, les gens vont finir sur une chaise roulante. Vous allez passer en justice, la police va venir vous arrêter. C'est pas ça. Pendant longtemps, on a enseigné les premiers secours en faisant peur aux gens. Résultat des courses, les gens ne faisaient rien. Et maintenant, plus on va dans l'enseignement des premiers secours, plus on est sur des choses. Mais faites, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Les gens meurent sans quoi? Si vous ne faites rien. Ça, c'est hyper important de dire allez-y. Dans les cours de premiers secours, on ose parler d'émotion, on ose parler de frein à l'action. Il y a 20 ans, on ne peut pas parler de ça. Hein. D'accord? Maintenant, oui, c'est des humains qui font des premiers secours. Oui, ils ont des émotions. Oui, il y a des choses qui les retiennent. D'accord? Donc, il faut accepter ça et les intégrer. Si on veut garder une conduite purement militaire en disant c'est comme ça, il n'y a pas d'autre manière de faire, les gens ne font pas. J'espère que je vais pas casser l'ambiance.
Alors maintenant, on va prendre différents exemples un petit peu plus pratiques, pragmatiques, de la manière dont on enseignait les premiers secours. Alors comme je l'ai dit, avant, les premiers secours, c'était comme quand on se mariait et qu'on fait un plan de taille. Il faut aller dans tous les détails, ça c'est hyper important. Qui s'entend bien avec qui est pas qui, d'accord? En fonction du degré d'alcoolisation, qui est susceptible de déraper? Qui risque de voler la vedette à quelqu'un d'autre de par son habillement, de par son comportement? D'accord? À quelle minute précise les plats doivent arriver? Etc. etc. Bien sûr, ça marche. Les résultats des courses, on passe plus de temps à faire le plan de table de son mariage que la soirée en elle-même. Et puis on en oublie un petit peu l'essentiel. L'essentiel, les premiers secours maintenant, c'est ça. C'est pas tout le temps des cours de grillade, hein. Mais les gens viennent, c'est déjà de la formation d'adultes. Les gens viennent avec des idées et des expériences. Et on essaye d'utiliser les acquis des gens pour les développer, les orienter vers là où on aimerait aller. Pas de prise de tête pour des considérations futiles. La position latérale. Ce qui compte, c'est qu'au bout d'un moment, ils sont couchés sur le côté, que les voies respiratoires soient dégagées, donc qu'ils ne s'étouffent pas avec la langue, que les sécrétions puissent sortir, et qu'ils soient stables. C'est tout. La manière d'y arriver, fondamentalement, c'est pas ça le plus important. Et quand on perd des heures et des heures dans le détail du positionnement des mains, on perd l'essentiel du message. Premier secours, on va directement au but. Ça saigne, arrêtez l'hémorragie. D'accord? On fait quoi? La personne continue à saigner? Ah, mais surtout, mettez pas de gabon. Ah oui, bon, on va laisser se vider, puis il va mourir. C'est pas ça, je pense qu'on est complètement à côté du message quand on enseigne de cette manière-là. Donc, maintenant, on va plutôt sur l'objectif final qui va être atteint. Dans ce cas-là, passer une bonne soirée avec des gens qu'on apprécie. Je ne sais pas pour ceux qui se sont mariés comment c'était, mais parce que le but est là. Alors, quand on dit qu'il faut rester à l'essentiel, il faut savoir qu'est-ce qui tue en premier. Qu'est-ce qui tue en premier? Alors, j'ai mis 3 exemples pour ne pas surcharger la présentation, mais il n'y en a pas beaucoup plus que ça. Ça va être l'arrêt des hémorragies, ça va être le dégagement d'urgence, et puis ça va être la réanimation. D'accord? Quand vous, secouristes, vous vous occuperez de ces gens-là, là, on aura des taux de survie en plus. Le reste, c'est détail, c'est pas ça qui tue en premier. Le reste, ça peut... Il va falloir savoir le découvrir, il va falloir appeler les secours, mais votre influence, elle est relativement minime. Là-dessus, vous avez un rôle à jouer, et là-dessus, vous allez modifier le cours de la vie des gens. Le seul qu'on pourrait rajouter, c'est l'obstruction des voies aériennes. Mais j'ai gardé ça. Alors, la première citation, c'était Montesquieu. La deuxième, c'est pas une citation. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, cette dame, c'est l'inconnue de la scène. Alors, la majorité d'entre vous ne la connaissent pas, mais je pense que vous l'avez pratiquement tous embrassée. D'accord? C'est qui? C'est une dame qui a été retrouvée, repêchée dans la Seine, elle était morte, certainement, elle s'est suicidée. Et comme ils ne savaient pas qui c'était coutume à l'époque de faire un masque mortuaire. Bref, enfin, on a fait un masque mortuaire de cette dame-là, et puis M. Lerdal, le fameux inventeur des mannequins, lui s'est dit, dans l'enseignement des premiers secours, il faut faire le plus réel possible. Et ça aussi, les situations réelles, c'est vraiment devenu le quotidien des cours de Samaritains, où c'est plus, alors la chaise, c'est la voiture, la table, c'est un car, et puis on imagine qu'il y a du gaz dessus. Non, c'est plus comme ça, on essaie de faire des simulations les plus réalistes possibles. Donc lui, il s'est dit, j'aimerais faire un truc réaliste, des mannequins de la bonne taille qui ressemblent à des humains, et il a trouvé cette femme tellement belle qu'il s'en est inspiré pour faire le modèle de ces mannequins que vous avez tous embrassés à multiples reprises. Alors, le premier tueur que je voulais vous parler, dont je voulais vous parler, c'est la réanimation. Il y a plusieurs manières d'aborder la réanimation. Vous trouvez quelqu'un couché comme ça sur un terrain de faute. On peut se poser plein de questions, rentrer dans une multitude de détails pour être bien sûr de faire juste. Mais ça, c'est les questions que vous vous posez. Vous arrivez vers quelqu'un qui est inconscient, bien sûr, mais c'est pas ça qui va. 1, vous n'aurez jamais une liste exhaustive. 2, vous n'aurez pas les réponses à toutes vos questions. Puis 3, le temps, c'est votre ennemi. Mais c'est surtout l'ennemi du patient,
Vous l'avez vu, le docteur Lariboud l'a expliqué, si rien n'est fait dans les 4 premières minutes, les chances de survie, elles sont quasi nulles. C'est vous, je suis désolé, c'est votre rôle de faire les premiers secours. Et c'est vous qui aurez une influence. Et là, je ne suis pas en train de vous passer la pommade. C'est vous qui aurez une influence sur le devenir des patients qui sont en arrêt cardiaque. Une autre manière d'aborder la réanimation, c'est ça. Un bon algorithme bien complet, avec plein de chiffres à l'intérieur, en fonction où vous le trouvez, c'est pas les mêmes délais que... Ça marche, c'est bien, et nous, ambulanciers, on travaille énormément là-dessus, c'est pas bon pour la formation de base. D'accord? Et puis, il faut faire attention que ce ne soit pas un outil d'enseignement, mais que ce soit bien un aide-mémoire facile à lire avec que les données exemplaires. Ça ne remplacera pas la formation. Donc, résultat des cours, si on veut amener, si on veut parler de réanimation, et je pense que c'est la 5e ou 6e fois qu'on vous la montre ce soir, c'est ça qui marche, c'est pas le reste. Donc, une image vaut 1000 mots. Ça améliore le taux de survie des gens. Par contre, les premiers secours, c'est pas inné, ça s'apprend. Et là, il y a tout un intérêt des sections de Samaritains ou d'autres organismes de formation. Les premiers secours, ça doit s'apprendre, ça doit s'entretenir. Par contre, en évitant tous les pièges qui sont plutôt de détails ou des choses qui sont futiles. L'instinct et les réflexes, je pense que ce n'est pas des bons alliés dans ce genre de situation. Il faut quand même avoir un minimum de formation. Alors, on a parlé de la formation. Il faut aussi voir l'évolution du matériel, hein, des défibrillateurs dans ce cas-là qui se sont grandement simplifiés, qui ont diminué de taille, qui ont une meilleure autonomie, qui permettent un guidage ou une assistance du professionnel ou du profane. Les entreprises, elles ont vraiment travaillé là-dessus. Et puis l'avenir, c'est peut-être ça. Amazon arrive à livrer des paquets par drone. Peut-être bien qu'un jour, on aura des drones qui vous amèneront des défibrillateurs dans des endroits qui sont reculés. Deuxième tueur. Dans la liste, le dégagement d'urgence ou la menace environnementale. Là, il y a aussi 1000 raisons de rien faire. Rien faire, c'est condamner la victime. D'accord? On peut se poser plein de questions. D'accord? Surtout mettre le triangle de panne et marquer l'accident. Mais c'est ce qu'on apprenait au cours de Samaritain. Quand on les fait, quand on leur enseignait, quand on me l'a enseigné, c'était ça, on apprenait, oui, il faut marquer le truc, et on passait des longues minutes à comment on marquait. C'est pas ça, des lignes. Maintenant, c'est plutôt une approche pragmatique. On n'arrivera jamais à faire une liste exhaustive de tous les dangers. Il faut parler de la sécurité personnelle. Il ne faut pas envoyer les gens au charbon, mais dire, mais réfléchissez, est-ce que pour vous c'est dangereux ou pas? Si vous estimez que vous pouvez le faire, faites-le. Est-ce qu'il y a besoin de déplacer la personne? S'il y a besoin, s'il n'y a pas d'autre solution, il faut la déplacer. Si on peut faire autrement, ne la déplacez pas. D'accord? C'est vraiment faire appel au bon sens. Et dans la formation, c'est d'être au plus proche des situations de la réalité, avec des outils de simulation, des mises en situation le plus proche possible de la réalité. C'est comme ça qu'on gagne la guerre, c'est pas autrement. Les gens, ils arrivent, ils sont pas bêtes, ils sont intelligents, donc il faut utiliser leur intelligence et pas leur pousser des messages qui ne veulent rien dire. Et puis, le dernier tueur, c'est l'hémostase. D'accord? C'est l'arrêt de l'hémorragie. Alors, toutes les autres situations, le temps il est important, mais là il est d'autant plus important. L'arrêt du saignement, il est impératif. Se poser des questions, ça n'arrêtera pas des hémorragies, et dans ce domaine-là, la transmission de pensée, il ne s'est encore pas fait ses preuves. Donc, pas de bol, c'est à vous qu'il va falloir. C'est vous qui allez devoir agir. Oui, bien sûr, toutes ces questions, elles se posent. C'est pas ça qui va faire que les gens vont survivre. Et puis, le pire, c'est que ça fait longtemps qu'on sait. Regardez, Nicolas Sen, c'était le fondateur de l'Association américaine des chirurgiens militaires. Il est mort en 1908. Donc il a écrit ça bien avant sa mort. Il savait que le sort du blessé est dans les mains de celui qui fait le premier pansement. D'accord? C'est pas nouveau que vous, secouristes, que les premiers intervenants ont un pouvoir décisif sur le devenir des gens. Et puis pour des raisons qui sont inconnues, on a voulu complexifier. On a oublié que, par exemple, tous les globules rouges qui sont sur le trottoir, ça ne sert plus à rien, on ne les récupérera jamais. Donc le but, c'est d'arrêter ces globules rouges avant qu'ils soient sur le trottoir. Vous riez, mais c'est pas bon.
Là aussi, sécurité personnelle. Bien sûr, on pourrait passer des heures entières à parler du risque de transmission, de maladie par le sang. Bien, très bien. On parle de premier secours. Quels sont les moyens que vous avez de vous protéger? Quels sont les risques que vous avez? Mais surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quand vous vous coupez chez vous à la maison, vous faites quoi? C'est vrai, vous prenez un paquet là, vous mettez sur le bras, vous appuyez. Après, quand vous voulez faire autre chose, vous prenez un bandage, vous faites un pansement autour du doigt, puis ça vous permet de continuer votre activité. Puis si ça continue à saigner, vous faites quoi? Vous en remettez un deuxième par-dessus. Ça arrête. Allez, 99% des hémorragies. Et si ça continue à saigner, on ne va pas dire « Ah, j'ai pas le droit d'aller plus loin parce que je ne suis pas docteur, je ne suis pas professionnel de la santé. » Ça ne sert à rien. Et le garrot, pendant longtemps on a dit « surtout pas, surtout pas ». D'accord, ça ne doit pas être un moyen de première intention. Ça ne devrait pas en fonction du contexte. N'oubliez jamais ce qui s'est passé à Paris au mois de novembre pendant les attentats. Si on n'avait pas mis des garrots tout de suite sur les gens qui saignaient, le nombre de morts serait bien plus élevé. Donc on ne peut pas dire qu'il ne faut jamais faire. Respecter une proportionnalité des moyens, et l'hémostase c'est la meilleure des exemples. Puis si vous devez aller au garrot par exemple dans ce cas-là, allez au garrot, c'est pas ça qui va le tuer, c'est peut-être ça qui va le sauver. Donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Voilà. Quelques mots pour respecter le chronomètre sur qu'est-ce que c'est un ambulancier. Donc c'est important quand on parle de premier secours de savoir qu'est-ce que c'est un ambulancier. Les ambulances, il y en a depuis longtemps, c'est pas un scoop. Pendant longtemps, conduiser l'ambulance, parce que c'était bien un bon terme, conduiser, c'était les garagistes ou les gens des services techniques des hôpitaux. Et avec les années, on est venu à une véritable professionnalisation du métier d'ambulancier. Mais c'est récent. D'accord ? En Suisse romande, la première formation 80 heures. C'était au San Fernando Martignoni à Puy, sur Ferro à Lutry, 80 heures. 10 ans plus tard, à peu près une formation romande 200 heures. 3 ans plus tard, une formation nationale, d'accord, le fameux IAS pour Interassociation du sauvetage, 1000 heures sur 3 ans. Le métier, il est jeune. Et puis le vrai métier que vous connaissez actuellement, et la majorité des gens que vous trouvez dans les ambulances maintenant, c'est depuis 1999 qu'elle existe cette formation, au niveau national, donc un plan d'études cadre qui est uniforme pour toutes les écoles de Suisse, 5400 heures de formation sur 3 ans, une formation du degré tertiaire, puis environ 200 diplômés qui sortent par année. D'accord? Ça ne suffira jamais pour remplacer tous les témoins d'accidents dans le monde. D'accord? Ça suffit à peine à faire le tournus des ambulanciers qui démissionnent. D'accord? Donc, on ne va pas vous piquer votre boulot. Rassurez-vous, on ne sera jamais assez, on n'arrivera jamais assez vite. Et puis, un ambulancier, ça fait quoi? Alors, je suis désolé pour la majorité d'entre vous, un ambulancier, ça ne fait pas que conduire. Non. Un ambulancier, ça prend en charge de manière autonome ou en collaboration avec un médecin d'urgence. C'est à peu près 80%, tu m'arrêtes, mais environ 80% d'interventions sans médecin au niveau des urgences et 20% d'interventions qui se font avec un médecin. Il gère la conduite de son intervention, il est autonome dans les mesures de sauvetage, donc il a des gestes médicaux délégués qui lui sont délégués par un médecin pour pouvoir les utiliser, donc justifier la connaissance et la bienfaisance. Et puis, dernier des points, oui, il conduit le véhicule, mais ce n'est pas sa mission première que de conduire le véhicule. Et comme il est tard, on va arriver à simplement qu'est-ce que vous pouvez faire pour simplifier la vie. 1. Alarmez-nous dès que possible. Et je pense que le message du docteur Lariboud, il était assez clair. D'accord ? Vous avez des choses à faire. L'alarme fait partie de ce que vous faites. Plus vous retardez l'alarme des secours, plus les secours vont arriver tardivement. Donnez-nous une adresse précise et juste. Et quand vous entendez un véhicule qui actionne ses feux prioritaires, laissez-nous passer. Mais faites preuve d'un peu de bon sens. Si vous voyez par exemple qu'il y a un rétrécissement dans la route, évitez de vous arrêter là où la route est la plus étroite. Mais vous voyez, mais c'est ça le quotidien des ambulanciers, des médecins de des policiers et des pompiers. Et vous pouvez, le droit vous y autorise, si vous êtes arrêté à un feu rouge, de franchir le feu rouge avec toutes les précautions requises pour laisser passer un véhicule d'urgence. D'accord? Ne nous suivez pas.
Ne nous suivez pas. Ça énerve, on passe plus de temps à regarder dans le rétroviseur qu'à regarder la route. Et puis, dernier point, ce qui nous aide, là j'ai mis l'illustration de l'école des Ranches. Oui, il se passe quelque chose à l'école des Ranches. Ouais, très bien. On accède par où? Venez nous attendre, d'accord? Venez nous accueillir à l'entrée du site. Parce que je peux me présenter sur la route de Poney, je peux me présenter sur celle qui passe depuis devant la Migros, je peux me présenter sur la route devant la mairie. D'accord? Venez nous accueillir. C'est compliqué, vous avez vu la taille du bâtiment? Si vous êtes dans cette eau-là, moi je vous promets que moi je vous trouve pas. Enfin, je suis peut-être pas le plus futé, mais en attendant, je ne suis pas sûr que je vous trouve. Dites-nous ce qu'on veut entendre. Alors j'ai mis 3 petits points. D'accord? Allez à l'essentiel quand vous faites un bilan de scale patient. Oui, très bien, il s'est cassé une jambe. Il s'est fait opérer de l'appendicite quand il avait 8 ans, fondamentalement, tellement ce qui nous intéresse en premier lieu. Le risque, c'est que si vous nous parlez de choses, entre guillemets, qui ne nous intéressent pas ou qui ne concernent pas directement la situation, c'est qu'on nous snob. Je suis désolé, on est humain, on fait tout ça. Au bout d'un moment, quand il y a des gens qui nous parlent d'un sujet qu'on ne veut pas entendre, on fait quoi? On s'échappe discrètement, ou on tourne la tête et puis on parle avec quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est naturel, ne nous jetez pas la pierre. Mais c'est d'autant plus important quand on a quelqu'un qui est blessé. Et puis, proposez votre aide, pas d'initiative. D'accord? Pas de souci, si on a besoin d'aide, on va l'utiliser. Après, il faut savoir qu'on travaille par 2, par 3 ou par 4 en fonction de si le médecin est là avec son ambulancier. On a l'habitude de travailler ensemble. Il y a des choses qui vont vite. Voilà. Parfois, être trop, c'est une encouble. D'accord? Donc, oui, on a besoin de vous. On vous le dira si on a besoin. Mais commencez pas à prendre des initiatives sans quoi ça risque moins bien se finir. Et voilà, et c'est pas le but. Vous avez fait un excellent boulot avant qu'on arrive. Voilà, continuez votre tâche. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. En résumé, les premiers secours, c'est simple. Soit il faut regarder le système binaire. Il y a un problème? Oui, je le traite. Il n'y a pas de problème? Je m'en occupe pas. D'accord? La réanimation, est-ce qu'il est conscient? Oui, non. Il est conscient, c'est une manière de faire. Il est inconscient, c'est une autre manière. Il respire? Oui, non. Il respire, c'est une manière de faire. Il ne respire pas, c'est une autre manière de faire. Il faut le choquer? Il faut le défibriller? Oui, non, c'est tout. Restez basique, ne rentrez pas dans les détails. C'est pas ça qui sauve les patients. Voilà.